Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection dirigée par Frédéric Anglevielle. Porte-Océane. Collection dirigée par Frédéric Anglevielle. Professeur des universités. Cette nouvelle collection est dédiée en premier lieu à une meilleure connaissance de l'Océanie, à partir de l'édition cohérente des articles par de chercheurs reconnus, ou la mise en perspective d'une thématique à travers les contributions les plus notables. La collection Porte-Océane a donc pour objectif de créer des ponts entre les différents acteurs de la recherche et de mettre à la disposition de tous des bouquets d'articles et de contributions, publications éparses méconnues et souvent épuisées. En effet, la recherche disposant désormais de très nombreuses possibilités d'édition, on constate souvent une fragmentation et une dissémination de la connaissance. Ces rééditions en cohérence se veulent donc un outil au service des sciences humaines et sociales appliquées au milieu insulaire de l'ère Pacifique. En second lieu, la collection Porte-Océane a pour ambition de permettre la diffusion auprès du public francophone des principaux résultats de la recherche internationale, grâce à une politique concertée et progressive de traduction. Tout naturellement, elle permettra aussi la publication de colloques ou de séminaires sans s'interdire la publication d'ouvrages mettant à la disposition du public les derniers travaux universitaires ou des recherches originales. Collection Porte-Océane. Collection Porte-Océane. Déjà paru. Anglevielle Frédéric, Histoire de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelles approches, nouveaux objets 2005. Facel Sonia, Vision des îles, Tahiti et l'imaginaire européen. Du mythe à son exploitation littéraire, 18e-20e siècle, 2006. Moiran Alain, Droit institutionnel de la Polynésie française 2007. Chati Mounira, Clinchamp Nicolas et Vigier Stéphanie Dire, Pouvoirs et politiques en Océanie, acte du 19e colloque Corail 2007. Al-Wardi Sémir, Tahiti Nuit ou les dérives de l'autonomie, 2008. Anglevielle Frédéric Dire, Chant pour l'au-delà des mers. Mélange en l'honneur du professeur Jean Martin, 2008. Carteron Benoît, Identité culturelle et sentiment d'appartenance en Nouvelle-Calédonie, 2008. Anglevielle Frédéric et le bigre Jean-Michel Dire, De la Nouvelle-Calédonie au Pacifique, 2009. Dumas Pascal et le bigre Jean-Michel Dire. La Brousse, représentation et enjeux 2010. De Ben Marc et Pastorel Jean-Paul Dire. La loi du pays en Polynésie française, 2011. Pechberti Dominique, Vie quotidienne aux îles Marquises 2011. Pechberti Dominique, Récit de missionnaire aux îles Marquises 2011. Maresca Pierre, L'exception calédonienne 2011. Kartatchev Nathalie, La vie quotidienne aux îles Loyauté, Marée au temps des vieux 2012. Bertram Robert, La bipolarisation politique de la Nouvelle-Calédonie depuis 1975-2012. Moiran Alain, Droit institutionnel et statutaire de la Polynésie française 2012. Anglevielle Frédéric Dire, Les Outre-mer français, Actualité et études 2012. Chati Mounira Dire, Masculin-féminin, sexe-genre, identité 2012. Anglevielle Frédéric Dire. La Mélanésie. Actualité et études 2012. Faberon Jean-Yves Dire, Pieds noirs en Nouvelle-Calédonie. Témoignages et analyses 2012. Pérez Michel, Zimmer René et Barbe Dominique Dire, Objets d'art et art de l'objet 2013. Le Bourlot Annick Jacqui, Alance Vata 2013. Berger Corinne et Roch Jean-Luc, L'eau dans le Pacifique Sud 2013. Ali Abdallah Ahmed, Le statut juridique de Mayotte. Concilier droit interne et droit international, 2014. Abong Marcelin et Anglevielle Frédéric Dire. La Mélanésie. Actualité et études, volume 2, 2014. Manga Jean-Baptiste, Des pérégrinations du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nouvelle-Calédonie, Nunavut, 2014. Rosada Alexandre, Mémoire d'Algérie. Des pieds noirs de Calédonie raconte, 2014. Delatière Jerry, Nouvelle-Calédonie, Chronique sanglante. 12 histoires vraies 2015. Apparaître. Ingel Selvina, Le tourisme en Nouvelle-Calédonie. Le chat Mareva,
Jeux politiques et processus d'autonomisation en Polynésie française, 1957 à 2011. Kartatchev Nathalie, La vie quotidienne aux îles Loyauté, marée au temps moderne. Dédicace. À mes enfants Sean et Thibaut. Remerciements. Les recherches, rencontres et déplacements nécessaires à la rédaction de ce livre n'auraient pas été possibles sans le concours de nombreuses personnes et institutions de Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Australie et France, que je tiens à remercier ici. À Nouméa, c'est l'ethnomusicologue suisse Raymond Hamann qui a guidé mes premiers pas sur le chemin des danses kanak de 1995 à 1997, puis le chorégraphe Tim Samek et sa troupe Oui Ce Ça, en se prêtant de bonne grâce à mes questions, Pierre Cullen, directeur de la DAC représentant le ministère de la Culture en Nouvelle-Calédonie, et enfin, le dramaturge Pierre Gopp pour avoir partagé avec moi sa vision du monde kanak contemporain. À Auckland, les professeurs Cluny McPherson et Mark Moscow pour m'avoir donné libre accès aux ressources de la bibliothèque universitaire. Le chorégraphe maori Stephen Bradshaw pour m'avoir introduite dans le milieu de la danse contemporaine de Nouvelle-Zélande, en particulier la Black Grace Dance Company et le Mot Théâtre avec son directeur artistique, le chorégraphe samoan Lemi Bonifacio. À Wellington, l'ethnomusicologue Alan Thomas et son épouse Jennifer Shenan pour leur hospitalité et leurs conseils. À Sydney, la directrice artistique de l'école de danse aborigène NAISDA, Aku Kadogo, qui m'a présenté des chorégraphes aborigènes phares des années 2000 comme Albert David, Taryn Laline, Marilyn Miller et Vicky Vanout. À Paris, les ethnomusicologues Jean-Michel Baudet et Feu Hugo Zemp pour leur soutien, ainsi que Caroline Carlson, chorégraphe internationale, pour sa simplicité. Et enfin, Feu le professeur Paul de Decker, alors directeur du département d'anthropologie à l'Université de la Nouvelle-Calédonie avant d'en devenir le président, pour m'avoir régulièrement encouragé, ainsi que l'UNC pour son soutien financier lors de mon premier séjour à l'Université d'Auckland, Nouvelle-Zélande. De plus, je n'oublie pas les personnels des différentes bibliothèques où j'ai effectué mes recherches. À Nouméa, les médiathèques du secrétariat de la Communauté du Pacifique et du Centre culturel Djibaou, la bibliothèque de l'UNC, le centre culturel Yewen à Maré. À l'université d'Auckland, les spécialistes de la littérature océanienne. Enfin à Paris, les employés de la bibliothèque du Musée de l'Homme et de la Bibliothèque nationale de France. Pour terminer, mes pensées vont à ma famille qui m'a toujours soutenue et encouragée, ainsi qu'à mes amis, en particulier Aline pour m'avoir hébergée à Paris, Hélène pour sa relecture et ses corrections, et Alain pour son aide dans les moments difficiles. Avant-propos. Arrivé en Nouvelle-Calédonie en octobre 1987 après diverses expériences chorégraphiques et universitaires en Europe, j'imaginais, dès 1994 avec le soutien de la Direction aux Affaires culturelles, DAC, antenne du ministère de la Culture en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui rebaptisé MAC pour Mission aux Affaires culturelles, un atelier de pratique artistique à vocation sociale destiné aux enfants des quartiers nord de Nouméa, après avoir lancé avec succès le concept de chorégraphe freelance en Nouvelle-Calédonie dans les années 90. La province sud, qui avait suivi de loin mes pérégrinations d'artistes non subventionnés, adhéra au projet et l'étendit rapidement sur l'ensemble de la province sud pendant 6 ans, ce type de sensibilisation étant alors inexistant sur le territoire. Il s'agissait d'initier à l'art de la danse, en temps scolaire et périscolaire et dans les conditions matérielles proposées in situ dans les écoles, les enfants dits des quartiers, le but de la province sud et de l'État étant de former un nouveau public, susceptible de fréquenter des lieux de culture, créés à la hâte entre la signature des accords de Matignon et de Nouméa, et encore balbutiant dans leurs objectifs et leur programmation. C'est grâce au temps passé avec plusieurs centaines d'enfants kanaks, wallisiens, futuniens, tahitiens, asiatiques et européens, leurs enseignants et souvent leurs parents, que je me rendis compte peu à peu des différentes interprétations possibles du mot danse dans le Pacifique. Je décidai alors de me documenter sur les pratiques de danse en Océanie, et leur rôle socio-culturel aujourd'hui. Il était alors inhabituel de proposer au public calédonien des danses kanak ou polynésiennes,
et le travail de longue haleine de Raymond Amann, ethnomusicologue suisse, recruté par l'Agence de développement de la culture kanak, ADCK, pour faire l'inventaire des danses des 3 provinces, Nord, Sud et Île, de 1992 à 1997, permit à ceux qui le souhaitaient de se sensibiliser à ces danses, dont la symbolique restait mystérieuse, aux spectateurs occidentaux en particulier. J'avais noté des comportements récurrents chez mes élèves, et en étudiant scientifiquement les danses du Pacifique, leurs règles, leur structure et leurs fonctions, j'espérais y trouver des explications. Le sens du collectif prévalait sur la valorisation individuelle. Il y avait toujours un leader, choisi par les enfants eux-mêmes et hautement respecté, qui servait de modèle au groupe. Les garçons participant à l'atelier étaient aussi nombreux, souvent plus que les filles. La synchronisation était irréprochable, de même que la mémorisation des enchaînements. Enfin, des nuances aussi complexes que rythme et tempo, binaire et ternaire, mélodie et silence, étaient aussitôt intégrées par des enfants de n'importe quel âge, même en classe de maternelle, ce qui ne pouvait être dû à un soi-disant sens inné du rythme. Toutes ces qualités, que n'importe quel danseur professionnel aurait pu leur envier, alliées à une énergie, un style et une prestance remarquables, se retrouvaient dans les danses pratiquées un peu partout dans le Pacifique. Ce qui me fit supposer qu'il devait exister une mémoire collective toujours présente aujourd'hui, et ravivée par la pratique des danses de mariage par exemple. En 40 ans, les mentalités se sont peu à peu transformées. À la suite de l'ADCK, dont le souci avait été de reconstituer le répertoire des danses kanak sous l'égide de Raymond Amann, et de l'entretenir grâce à l'organisation de festivals provinciaux, le centre culturel Djibaou est devenu le passage obligé pour proposer un travail de création dit contemporain, quoique nourri de références anciennes. Cette transformation ne s'est pas faite sans réticence, la danse entrant brutalement et de plein pied sur un espace scénique destiné à être vu par un public cosmopolite, consommateur d'art mais non initié, et il a fallu des aménagements pour la rendre acceptable à tous. Bien que nous nous situions encore à l'orée d'un répertoire réellement contemporain, les volontés convergent pour le voir éclore prochainement. Ce livre est le résultat de plus de 15 ans de recherche doctorale, démarrée au sein de l'UNC d'abord, puis à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, avec pour objectif de montrer en quoi les danses du monde s'opposent et se ressemblent, en s'appuyant sur le parcours de certains groupes culturels, non seulement en Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans d'autres pays du Pacifique, grâce aux festivals régionaux. Les termes tribu, clan, coutume sont ici employés dans le sens passé dans le langage commun local, quoiqu'ils soient bel et bien issus du contexte colonial néo-calédonien. C'est le gouverneur Charles Guillain qui crée le concept de tribu en 1867, codifie le droit de la coutume et déclare les terres kanak réserve inaliénable et incommutable. Intentionnellement, je n'ai pas refait l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, des origines à nos jours, car ce n'est pas le propos cet ouvrage, bien qu'il s'adresse à un public cosmopolite, et les lecteurs avertis ou curieux trouveront toutes les informations utiles dans la bibliographie, avec la liste des spécialistes par thème et par pays. On trouvera également dans la dite bibliographie les ouvrages rédigés par les auteurs cités, afin d'alléger le texte de notes de bas de page, présente dans la version originale, mémoire de DEA soutenue en mars 2000 et primée au concours TESPAC. L'orthographe choisie pour les termes vernaculaires est celle la plus communément utilisée par les chercheurs et apparaît en italique, tandis que sa traduction suit entre guillemets. L'ouvrage, enfin, a été réactualisé et sa bibliographie augmentée des nouvelles publications parues récemment. Je m'excuse cependant auprès des auteurs qui auraient été oubliés, et j'espère que cette lacune sera réparée lors d'un prochain livre à paraître, qui fera suite à celui-ci en s'intéressant plus particulièrement au processus de création océanien en matière chorégraphique et artistique. Introduction. C'est en découvrant les surprises d'une programmation qui se voulait moderne, d'abord dans les jardins de l'ex-ADCK à Nouville, alors nommé l'OCSTC pour Office culturel scientifique et technique kanak, puis au Centre culturel Djibaou, CCT, que je m'interrogeais sur les préoccupations identitaires d'une danse qui se voulait profondément ancrée dans le Pacifique, tout en cherchant à exprimer une vision chorégraphique contemporaine. Les troupes aborigènes d'Australie, par exemple, allaient ouvrir la voie en faisant le lien entre un peuple et sa terre, les esprits et les éléments, en utilisant les techniques les plus modernes.
Ce mélange des genres offrait pourtant des caractéristiques incontestablement océaniennes, et allait donner suite à d'autres expérimentations, en particulier en Nouvelle-Calédonie, qui avait l'avantage de disposer de lieux d'accueil et de moyens financiers conséquents. La question qui se posait alors était de savoir si les structures coutumières régissant le fonctionnement des danses anciennes soutiendraient ou non cette nouvelle approche. Et il semble que les réponses aient été dans l'ensemble favorables, si l'on en croit la participation massive des groupes locaux de la Grande Terre et des îles Loyauté aux différentes rencontres culturelles organisées par l'ADCK, que ce soit en danse, en musique, en sculpture ou en peinture. En conséquence, le processus de création allait se transformer en passant d'une expression collective codifiée à une expression individuelle valorisant l'imaginaire, la liberté formelle et le mélange des genres. Sur un support mythique allaient se superposer des éléments de composition mélangeant ancien et nouveau, chorégraphie libre et géométrique, et une pantomime théâtrale soulignant le contenu de la légende. Ce qui amènerait à reconsidérer les grands principes de composition kanak, jusque-là destinés à perpétuer les chorégraphies, chants et musique connus de tous et répétés à l'infini. Par la suite, la troupe professionnelle Wissesa, créée par la province sud dans un objectif purement touristique, manifesta vite un désir créatif en répondant à l'appel du CCT pour son inauguration en 1998. Le ballet Hadji Aboro fut créé avec la collaboration de 2 chorégraphes issus d'horizons différents, Raymond Blanco, danseur aborigène à la tête de la troupe AIDT, et Tim Samek, danseur de l'IFU dirigeant Wissesa. Le résultat fut plébiscité par le public et donna suite à d'autres expérimentations comme le stage Oceania 2000, organisé par le secrétariat de la Communauté du Pacifique en 1998, avec un panel de chorégraphes régionaux sous la houlette de l'une des interprètes fétiches de Maurice Béjart, Germaine Acogny, spécialement venue du Sénégal pour l'occasion. On pouvait dès lors s'attendre à des initiatives novatrices plus fréquentes, non seulement de la part d'artistes sortant peu à peu de leur carcan coutumier, d'une part, mais aussi de la part de bailleurs de fonds, jusqu'alors frileux de toute prise de risque ostentatoire. Les danses océaniennes. Les danses du Pacifique ont tout un nom et une fonction qui répondent à une nécessité ressentie par les sociétés qui les ont produites. En plus de 160 ans, les bouleversements issus des processus de colonisation, les politiques d'assimilation qui en ont résulté et une forme de déculturation apparue dans certaines îles, ont énormément influencé les formes de danse et leurs pratiques. Ainsi, il est difficile de savoir si la participation massive des micro-États au Festival des Arts du Pacifique, organisé tous les 4 ans depuis 1972 dans un pays différent de la région, va favoriser l'entretien de ces danses transmises de génération en génération, ou au contraire les figer. Avant d'étiqueter arbitrairement les danses du Pacifique comme étant des danses traditionnelles, tribales ou indigènes, on doit s'interroger sur la validité du mot danse, utilisé comme fourre-tout pour y ranger des actions chorégraphiées ou supposées telles par nous, qui n'ont parfois rien à voir les unes avec les autres et sont issues d'environnements géographiques et culturels différents. Cette présentation des danses du Pacifique a pour but de montrer les facteurs universels qui se manifestent dans la thématique, la forme et la composition des danses à travers les siècles, en prenant pour exemple quelques cas représentatifs de la pensée océanienne, qui viennent souligner ou contredire la validité du terme danse, afin de traduire la complexité de ces formes culturelles ayant tout un rapport avec le temps, l'espace et l'énergie. La terminologie. Pour trouver un vocabulaire approprié qui traduise dans sa diversité ce que furent et ce que seront les danses océaniennes, par opposition à d'autres formes de danse, qui se réfèrent à un style, à une époque ou à une technique reconnue de manière universelle, il va falloir reconsidérer certaines définitions pour trouver celles qui illustrent le mieux la démarche proposée dans cet ouvrage. En conséquence, des qualificatifs comme traditionnel, primitif, archaïque, premier, ou encore indigène, ne seront pas employés ici, même si l'on en connaît les définitions données par le dictionnaire, à cause des risques de dérapage dans l'interprétation de ces mots, en particulier leur connotation ethnocentriste. À ce sujet, il faut citer 2 exemples typiques de la transformation du sens original de certains mots, aujourd'hui interprétés avec une tournure péjorative. Le mot barbare a d'abord été employé par les Grecs pour qualifier tout ce qui n'appartenait pas à la culture grecque.
Plus tard, le mot sauvage est utilisé dans le même sens, c'est-à-dire pour rejeter tout ce qui ne fait pas partie de la civilisation occidentale. Or, d'un point de vue étymologique, ces deux mots se réfèrent à la nature, barbare traduisant le chant inarticulé des oiseaux et sauvage signifiant la forêt, silva en latin. Ainsi, tout ce qui ne serait pas conforme aux normes occidentales serait forcément exclu du concept de culture pour être renvoyé à celui de nature. Dans un souci d'objectivité, il a donc été décidé d'employer les terminologies usitées par les sociétés océaniennes qui ont créé un vocabulaire très vaste, envisageant tous les cas de figure. Chaque danse sera identifiée par son nom générique si on le connaît encore, ou par des mots dont le sens s'en rapproche le plus. Pour les danses aujourd'hui disparues, on reprendra les noms utilisés à l'époque, dans les récits d'explorateurs et ou de missionnaires, dont ils eurent connaissance de sources directes ou indirectes, et si l'auteur ignorait le nom de telle danse, mais était capable d'en faire une description suffisamment précise, dans sa forme et sa pratique, on tentera de resituer cette danse en la comparant avec d'autres descriptions authentiques, et on cherchera à la rapprocher d'une éventuelle forme contemporaine dérivée. Pour les danses qualifiées d'anciennes par les maîtres de danse insulaires et les chercheurs, la situation est plus simple car ces danses sont toujours pratiquées et l'on peut en discuter avec les propriétaires de danse, les chefs de danse, les vieux de la tribu et les interprètes actuels. Pour les danses dites modernes, c'est grâce à l'analyse comparative faite avec des moyens nouveaux comme la labanotation, la vidéo et une enquête approfondie auprès des acteurs concernés, que l'on pourra retracer la généalogie de ces danses. Il arrive que plusieurs noms soient employés pour une même danse, ou encore qu'un seul nom de danse soit utilisé pour plusieurs versions, et ceci devra être noté avec soin, pour éviter toute confusion. Enfin, un courant contemporain issu d'influences occidentales se développe en Océanie, qui fait l'objet de nombreuses controverses. En effet, il y a un paradoxe. Ce courant ne serait pas né spontanément chez les artistes mais serait le fruit d'une politique d'incitation à la création, initiée par les institutions culturelles des grands pays du Pacifique, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les territoires d'outre-mer français. Si les aspects positifs de cette initiative restent à prouver, on assiste néanmoins à l'essor de quelques troupes à vocation professionnelle qui vivent de leur art tant bien que mal. En Nouvelle-Calédonie, les chefs de danse parlent de danse coutumière lorsqu'il s'agit d'une danse issue du répertoire kanak et montrée dans un contexte coutumier en respectant les règles d'usage. Ils lui opposent la danse de spectacle, jugée moderne, qui n'hésite pas à mélanger danse, musique, récit et chœur, avec un vrai souci de mise en espace et un mélange de styles inconcevables dans une danse dite coutumière. Ces créations gardent cependant toutes les caractéristiques de la danse kanak par opposition au ballet contemporain, tel qu'il existe déjà en Australie avec les troupes aborigènes Bangarra et Aïdété, en Nouvelle-Zélande avec les Maoris de la Black Grace Dance Company ou les Samoans du Mo Théâtre. Généralité. Il est intéressant de brosser à grands traits les principes généraux que se sont partagés les peuples océaniens de l'ère précoloniale, ce qui permettra peut-être d'identifier les éléments communs à leur production culturelle, dont fait partie la danse. On peut classer ces principes comme suit. Les langues parlées dans le Pacifique sont austronésiennes et n'utilisent l'écriture qu'après l'arrivée des missionnaires. Les sociétés océaniennes mettent au point un vaste système d'échanges maritimes et terrestres de présents et de vivres. Elles naviguent en utilisant la position des étoiles. Elles pratiquent le culte des ancêtres. Elles vivent en clans gouvernés par une monarchie ou une chefferie élue ou héréditaire. Les mariages se font par alliance de clans. Toutes ces sociétés, enfin, utilisent la danse comme moyen de communication et d'expression. En effet, les danses forment l'une des productions culturelles les plus représentées dans les trois aires géographiques de l'océan Pacifique que sont la Micronésie, la Polynésie et la Mélanésie. Elles existaient déjà bien avant l'arrivée des missionnaires et ont fait l'objet de descriptions détaillées sous la plume d'un dessinateur, d'un explorateur, d'un missionnaire ou encore d'un administrateur, avant d'intéresser chercheurs, ethnomusicologues, anthropologues et historiens. Ce sont elles, et en particulier les danses nocturnes, qui subissent en premier les censures de la colonisation pour des raisons de pudeur, entre autres. Du coup, ces danses s'estompent progressivement de la mémoire des pratiquants et aujourd'hui, le travail de reconstitution des danses du Pacifique est tributaire de cette période de latence, subie inégalement dans les îles selon le degré de violence imposé aux populations.
L'anthropologue reconnaît son impuissance à pouvoir tout retrouver. Et il lui faut faire appel à son intuition pour découvrir si une danse a pu se transformer tout en gardant des bases anciennes, ou bien si les modifications apportées à une danse ont été décidées par les clans pour en éviter l'interdiction pure et simple par les missionnaires et l'administration. Les occasions de danser sont nombreuses. Le climat tropical se prête à toutes les manifestations en plein air, ainsi qu'un mode de vie favorisant l'épanouissement de l'individu au sein de sa communauté. Chaque moment important de la vie est marqué par une cérémonie qui comprend des danses. Si l'événement est particulièrement remarquable, les danses vont faire l'objet d'une préparation minutieuse pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, et mobiliser l'ensemble de la population, non seulement pour l'apprentissage chorégraphique mais aussi pour la préparation des costumes, la fabrication des instruments, la collecte de nourriture et l'aménagement des espaces scéniques. La danse n'est pas seulement la manifestation spontanée d'une joie de vivre au sein du groupe. Elle a conscience de jouer un rôle social et pédagogique essentiel, et elle le fait avec sérieux et conviction. Elle a la lourde tâche de guérir les malades, d'assurer la victoire sur l'ennemi, de garantir la fertilité de la nature et des hommes, et d'inciter au repos l'esprit des morts, en favorisant son passage dans l'au-delà. Thème. La danse a le pouvoir de rassembler plusieurs éléments fondamentaux de l'existence humaine en une seule performance. Elle peut être acte de culte ou de sacrifice, expression de la lutte ou de l'amour, prière de fertilité ou de funérailles, célébration des astres ou d'un chef glorieux, assurance de la récolte, de la chasse ou de la pêche. Elle est le moyen le plus efficace d'infléchir favorablement les forces du destin pour assurer la continuité de la vie, ainsi que l'ordonnance, la protection et le contrôle de la société qui l'a créée. Dans la société contemporaine, la danse est toujours présentée dans un cadre précis et si son caractère rituel semble moins évident, il est toujours là mais a simplement été déplacé pour être socialement acceptable. Lorsque l'on achète une place de spectacle, on s'attend à être transformé par ce que l'on va voir. On confie aux danseurs la tâche d'accomplir sur scène, grâce à une suite de subterfuges parfois très complexes, nos désirs, nos rêves, nos illusions, sans compter toutes les choses qu'on osait à peine s'avouer. Ces actions sont sublimées par la magie irréelle du spectacle, avec un début et une fin, la distance créée entre la scène et les spectateurs autorisant cette forme de voyeurisme. Si les thèmes sont limités et tournent toujours autour du même axe, qui est le bien-être de la communauté, les interprétations de ces thèmes sont variables à l'infini, d'où l'invention d'un véritable langage chorégraphique, avec des variations qui différencient la danse d'une succession de mouvements gymniques, sans rythme, sans construction ordonnée et surtout sans signification. Dans la majeure partie du monde, les thèmes qui se retrouvent au fil des siècles, en Océanie mais aussi en Afrique, en Amérique ou en Asie, se rapportent aux principales étapes de l'existence de l'homme, pendant et après sa vie sur Terre. Les danses folkloriques, la danse de cour, le ballet classique, la modern dance et le ballet-théâtre contemporain ne sont jamais que de lointaines réminiscences de ces premières formes de danse, le travail sur la forme et une tendance à la conceptualisation systématique ayant occulté le sens initial de ces danses. La multiplicité des codes symboliques rend d'ailleurs difficile la lecture d'une pièce chorégraphique, le spectateur n'ayant plus les clés de ce langage, car les symboles employés n'appartiennent pas à la vie et s'enferment dans une forme d'hermétisme destinée à une élite intellectuelle. Fertilité, rite initiatique et au-delà. On peut répartir les principaux thèmes dansés en 3 catégories. La fertilité, l'initiation et la mort, à l'intérieur desquels se placent des sous-groupes récurrents dans l'histoire de la danse. La naissance, l'entrée dans le monde adulte, le mariage, la guérison, le passage dans l'au-delà, la guerre et la victoire sont des thèmes universels qui apparaissent dans toutes les sociétés sous une forme explicite ou très dérivée dans la danse. D'autres thèmes tels que la chasse, la pêche ou les astres, par leur symbolique, entrent également dans la catégorie des danses de fertilité ainsi que les danses phalliques et hermaphrodites, tandis que les danses animalières font partie des rites initiatiques et les danses à masques se situent dans le groupe des danses funéraires. De nombreux thèmes peuvent s'entrecroiser comme par exemple, la danse animalière, représentation totémique qui porte à la fois sur les notions de chasse, d'accouplement, de mort et sur l'appropriation des pouvoirs magiques de l'animal abattu. Cela peut expliquer pourquoi elle intervient aussi comme une danse d'initiation des jeunes gens car elle aborde les problèmes fondamentaux de la vie,
auxquelles ces adolescents seront un jour confrontés. Les danses guerrières utilisant des armes telles que la lance, la sagaie ou la flèche peuvent avoir une connotation sexuelle implicite si l'on interprète la forme allongée et suggestive des objets comme un symbole phallique, et se placer dans la catégorie des danses de fertilité. Enfin, l'historien de la danse Kurt Sachs mentionne certaines danses exhibitionnistes de Nouvelle-Calédonie, Yap et Nauru qui se déroulent lors de cérémonies funéraires, rites d'initiation ou pour la célébration d'une naissance. La sexualité et la danse. La sexualité et la danse ont toujours été intimement liées, du fait que la danse passe par le corps pour exprimer ses intentions. Cela explique sans doute pourquoi elle a régulièrement fait l'objet d'interdictions depuis l'ère chrétienne, et pourquoi son étude en est encore au stade de l'ébauche. Le caractère sexuel des danses de fertilité n'est pas forcément apparent, mais l'idée reste d'assurer la continuité du groupe par la procréation. L'acte peut être suggéré par des représentations symboliques de la possession d'un sexe par l'autre, en particulier dans la forme circulaire de la danse. À Hawaï, le danseur placé au milieu va frapper chacune des baguettes tenues par les danseuses assises en rond autour de lui, jusqu'à ce qu'il ait fait son choix. Dans une danse travestie du sépic, le danseur porte des faux seins et un faux masque peint sur son visage. Il existe aussi des danses hermaphrodites où c'est la femme qui porte une prothèse en forme de phallus, et l'historien de la danse Kurt Sachs voit dans ces transgressions le désir d'augmenter la fertilité masculine en supprimant les barrières entre les sexes. Les danses autour d'un arbre ou un poteau évoquent également une symbolique érotique implicite. D'autres danses sont créées pour finaliser l'acte sexuel. L'enlèvement de la danseuse par un groupe d'hommes, et parfois l'inverse, est fréquemment mentionné par Kurt Sachs en Micronésie et en Nouvelle-Irlande. En Nouvelle-Calédonie, de nombreuses danses, dont le pilou, ont été interdites par les missionnaires à cause de leur caractère jugé licencieux. Il existe une danse de marée, aux îles Loyauté, dont le nom évocateur, Turuket, signifie attacher sa poule sultane, afin d'accomplir l'acte final de la danse, selon les informations recueillies par le père Dubois, père mariste installé sur l'île pendant 25 ans. Aujourd'hui, la danse contemporaine fait régulièrement appel à la sexualité comme source d'inspiration, souvent dans un souci de provocation, en l'abordant de manière parfois très graphique. En Europe, l'initiative en revient à deux novateurs du répertoire académique, Václav Nijinsky au début du XXe siècle, puis Maurice Béjart 50 ans plus tard, en reprenant une œuvre du même Nijinsky qui avait déjà fait scandale en son temps, le Sacre du printemps en l'occurrence. Type. Kurt Sachs a fait une classification systématique des différents types de danse, mais il n'existe en réalité aucune catégorie aussi stricte, chaque type de danse empruntant un peu de ses caractéristiques aux autres types. Le seul constat fait à la lueur de ces observations, c'est qu'il existe en effet deux grands types de danse qui sont la danse non figurative et la danse imitative. Entre les deux, on peut placer une danse illustrant un thème réaliste avec des allusions métaphoriques. Quoique certains thèmes soient orientés vers tel type de danse plutôt que d'autres, ils se retrouvent tous dans les trois types de danse, et la différence vient de la forme chorégraphique que va prendre cette danse, de ses nouveaux motifs et de l'utilisation qu'on en fera. La danse non figurative. La danse abstraite ne cherche pas à imiter une forme particulière, et peut donc servir indifféremment plusieurs thèmes. Le propos de ce type de danse est d'exercer une action magique sur la force à dompter en se servant de l'état extatique dans lequel se trouve le danseur, soit par son caractère répétitif et lancinant, soit par ses tournoiements menant jusqu'au vertige, comme chez les derviches tourneurs par exemple. La ronde présente un aspect infini qui peut mener à l'état de transe nécessaire à l'acte magique. Sans chorégraphie particulière, elle peut être utilisée pour plusieurs thèmes et c'est la circonstance qui déterminera sa fonction. Chez les peuples andaman par exemple, elle peut achever des funérailles ou précéder le départ à la guerre, tout en étant similaire à celle qui célèbre une bonne chasse. Son principe est de faire rayonner l'énergie, du centre vers les périphéries du cercle, et vice-versa. La magie doit opérer sur l'objet ou l'individu placé au milieu, et c'est fréquemment le chaman prêtre qui joue le rôle de soliste pour concentrer toutes les forces du groupe, entrer en extase et faire pression sur les esprits bienfaisants et malfaisants. La danse en rond en Nouvelle-Calédonie se pratique autour d'un mât ou d'un orchestre, et on l'appelle parfois le tour du monde.
Elle comprend plusieurs cercles tournants, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit à l'envers, selon le rang social des danseurs, le cercle le plus au centre se déplaçant plus lentement, et le cercle situé le plus à l'extérieur bougeant de plus en plus vite, afin que l'ensemble conserve la même cadence. La danse imitative. Son but est d'influencer le destin en mimant ce que l'on souhaite qu'il arrive, de manière à influencer favorablement les esprits. Son pouvoir est de soumettre des forces métaphysiques par l'énergie physique du danseur, qui n'a qu'à représenter avec son corps ce qu'il souhaite voir se passer de positif pour que l'événement ait effectivement lieu. L'aspect pantomimique agit également de manière extatique sur le danseur qui se croit réellement possédé par l'objet ou la chose qu'il est censé représenter, et devient littéralement cet objet ou cette chose. L'utilisation du masque, par exemple, peut permettre ce genre de métamorphose. La danse animalière est une favorite de la danse imitative, car le fonctionnement moteur de l'animal est proche de celui de l'homme, et d'une certaine façon, on peut dire que l'animal s'exprime aussi par la danse, quoique d'une manière très différente. Dans les sociétés totémiques, l'animal représente le clan et son espèce doit être protégée pour assurer la survie des hommes qu'il représente. Dans les cérémonies d'initiation des jeunes gens, ces danses peuvent symboliser différents moments de la vie humaine, la chasse, l'accouplement, le repos de l'âme du défunt, l'appropriation de ses pouvoirs magiques. En Nouvelle-Calédonie, Raymond Aman a classé dans la catégorie des danses imitatives toute danse comportant des gestes synchronisés et ou un jeu théâtral. Les danses synchronisées sont essentiellement des danses masculines d'origine guerrière, que l'on retrouve en grand nombre dans le nord et le centre de la Grande Terre, et beaucoup moins aux îles Loyauté et à l'île des Pins. Très différentes sont les danses théâtrales des îles Loyauté, qui retracent des légendes en montrant une influence polynésienne dans la relation texte-danse-musique et dans la mixité des danses. Celles-ci peuvent montrer des chœurs de femmes accompagnant une danse d'hommes, un danseur soliste dans une danse de femmes, ou encore des danseurs et danseuses avec un chœur mixte. On verra, en abordant le troisième type de danse, dit métaphorique, que les danses imitatives kanak se situent en fait à la lisière des deux types, figuratif et allusif, car, même si elles cherchent à raconter un événement en mimant les différents épisodes, elles le font d'une manière stylisée, ne reproduisant pas le sujet choisi avec des actions réalistes mais en utilisant une structure, une forme et parfois un texte archaïque, inaccessible à un public non averti. La danse métaphorique. Elle raconte des faits historiques ou légendaires en mélangeant des éléments abstraits et des éléments figuratifs avec une lecture au second degré, car même les parties figuratives ne sont pas mimées de manière assez réaliste pour être compris par le spectateur, si celui-ci n'a pas les codes de lecture. 3 exemples peuvent illustrer ce type de danse: les danses synchronisées de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie, le principe de l'Eliaki à Tonga, et le concept de Kaona à Hawaï. Le sens de la métaphore va cependant se situer à 2 niveaux de lecture différents, dans les sociétés mélanésiennes, polynésiennes et micronésiennes. Dans le premier cas, il s'agit d'une lecture du contenu visuel de la danse qui décrit des faits quotidiens, avec un ensemble de codes symboliques abstraits ou allusifs, qui peuvent être interchangeables à l'intérieur d'une structure organisée selon des règles immuables. La musique et le texte sont quasi inexistants dans la majorité des danses de guerre de la Grande Terre, et c'est à dessein que l'on n'a pas choisi comme exemple une danse théâtrale des îles Loyauté, dont les procédés de composition sont directement liés aux influences polynésiennes installées sur ces îles au cours des siècles. Dans les 2 autres cas, la métaphore a été érigée en tant que concept avec une lecture à double niveau, visuel et intellectuel. En Polynésie, la danse apparaît donc comme la traduction poétique d'une idée où le danseur raconte une histoire, tandis qu'en Mélanésie, la danse est considérée comme une démonstration spectaculaire et rituelle dont le danseur est l'acteur principal. Les danses synchronisées kanak. Caractéristiques des danses kanak de la Grande Terre, les danses synchronisées ont été qualifiées de danses imitatives par Raymond Aman, quoiqu'elles comportent assez d'éléments abstraits pour se situer dans une catégorie à part. En effet, bien qu'elles racontent des événements quotidiens de la vie du clan, elles emploient une structure et une gestuelle souvent très éloignées de l'histoire qu'elles cherchent à narrer. Les thèmes portent sur l'attaque et la défense guerrière, la construction de la case, la culture de l'igname, la coupe du bois,
la chasse, la pêche, avec de temps à autre un élément comique théâtral destiné à amuser le public au moment le plus inattendu. Autrefois, ces danses étaient l'une des composantes de la cérémonie du pilou qui, selon les descriptions de Maurice Lénart et Fritz Sarrazin, durait plusieurs semaines et comprenait un caractère fortement sexuel. Aujourd'hui, elles sont sorties de leur contexte rituel pour être pratiquées lors de manifestations telles qu'un festival, un mariage ou l'accueil d'une personnalité politique ou coutumière et ne durent que quelques heures. Cependant, on peut dire qu'une danse imitative, dans sa version intégrale, reprend en accéléré les différentes étapes de l'ancienne cérémonie du pilou avec l'arrivée des danseurs, les discours de remerciement, la danse synchronisée et la danse finale en rond, qui invite toute la population à participer avant de se dire au revoir. Une danse synchronisée comprend 5 à 10 parties, voire plus, mais la totalité de la danse elle-même n'excédera pas 10 à 20 minutes avec le même groupe de danseurs. Chaque séquence est subdivisée en plusieurs motifs portant un nom spécifique qui se rapporte au thème représenté. Certains motifs sont narratifs et miment de façon stylisée un événement particulier, d'autres sont abstraits et ne servent que d'ornement ou d'intermède. Entre chaque partie, il y a une pause, parfois aussi longue, parfois plus longue qu'une partie complète, durant laquelle les danseurs sont immobiles au sol, accroupis ou couchés, dans un silence total. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.